Merci François. Bonsoir à tous. Alors ce soir, le thème vous a peut-être paru un peu savant, balance céphalique. Et ça veut dire qu'on va considérer la tête, céphalique c'est de la tête, on va considérer la tête comme un équilibre en balancier sur la vertèbre la plus haute, qui est C1 ou Atlas. Alors, je vais vous proposer de repérer où se trouve Atlas, où se trouve cet endroit de la tête qui se pose sur Atlas, et surtout de repérer comment s'opère l'équilibre, c'est-à-dire quelles sont les forces en jeu qui font que notre tête tient sur Atlas. Alors, c'est un sujet qui peut paraître tout petit, puisque l'endroit est minuscule, c'est un pivot. Et c'est un endroit très important puisque de cet endroit va dépendre la façon dont les yeux s'orientent. Bien sûr que les yeux peuvent rattraper après ce qui se passe ici, mais ça va donner une première orientation aux deux yeux, au regard. Ça va aussi déterminer ce qui se passe pour la mâchoire et pour la bouche. Et ça va déterminer en gros, ce qui se passe pour toute l'orientation de la tête d'avant en arrière. Alors, on va commencer par différencier ce que c'est de ce que ça n'est pas. C'est-à-dire, je vous propose de faire tout simplement un premier mouvement qui part en avant, qui s'enroule. Vous pouvez le faire avec moi. Vous enroulez toute votre colonne vers l'avant. C'est une incurvation. Ça porte un nom. Ça s'appelle une flexion. Flexion vertébrale. Bon, le mot peut être discuté, bien sûr. Pour ce soir, on va l'adopter. Très bien. Flexion et revenir. Et on pourrait aller en sens inverse, faire le mouvement d'extension. Et là, je viens de faire avec vous un mouvement de toute ma colonne. Maintenant, on va dire, ce n'est plus toute la colonne, c'est juste le haut, la région du cou. On la fait partir en avant. Donc là, je fais partir mon cou en avant. Et on revient. Donc ce sont des mouvements qu'on pratique un peu tout le temps. Et on part en arrière. Et ça, ce sont des mouvements du cou sur le tronc. Eh bien, ce que nous allons observer ce soir, c'est encore différent. C'est plus haut. Ça se trouve tout en haut du cou. Et ce sont des mouvements de la tête sur le sommet du cou. Donc, ce sont des mouvements très haut perchés. Ce ne sont pas les mouvements les plus hauts du corps, puisque la mâchoire est un peu plus haut, mais ce sont presque les mouvements articulaires de pleine articulation les plus hauts dans le corps. Voilà. Alors, avant d'aller repérer mieux ces mouvements, je vous propose de trouver où est Atlas sur nous, où est Atlas sur soi. Parce que souvent, quand j'ai eu des élèves pendant des années sur la colonne cervicale, j'ai pu constater qu'on imagine la colonne vertébrale très en arrière des oreilles, et qu'on imagine que la tête est portée très en arrière. Pourquoi on imagine ça? Je pense, je suis arrivée à cette conclusion, que c'est probablement parce que les muscles qu'on va croiser ce soir sont très ressentis, reconnus, et donc on pense que la poutre qu'ils portent se trouve là-bas en arrière. Eh bien, pas du tout. Regardez les dessins que nous avons là. Si François, tu peux monter un peu, on va regarder le plus haut des trois. Vous voyez la tête sur la flèche d'une balance et vous voyez que l'endroit où la tête se pose sur la colonne, là c'est une colonne
qui est imaginée toute verticale droite. C'est rarement comme ça une colonne cervicale, mais tant pis. Hein. Eh bien, cet endroit, regardez bien, n'est pas du tout ici en arrière. Cet endroit est presque au milieu de la masse du crâne. Alors, je vous propose qu'on le trouve. Et surtout, ce qu'on va trouver pour commencer, dans cet endroit qui met en relation deux os, un os qui est en haut de la colonne, c'est Atlas, et un os qui est sous le crâne, ce sont les patins de l'occiput. Alors, je vous montre un Atlas agrandi. Tu peux même l'agrandir très fort, François, le plus possible, ou moi, je vais me rapprocher. Voilà. Là, j'ai la vertèbre Atlas posée sur l'axis. Et vous voyez, si je la renverse un peu vers vous en avant, c'est une vertèbre qui a un peu la forme d'un anneau. Mais ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas l'anneau, c'est le fait que sur les côtés, cet anneau a comme des poignées. Vous voyez ce que je tiens dans les mains? Ce sont des saillies qui viennent de l'anneau d'Atlas. Et ces saillies, pour beaucoup de personnes, on peut les trouver sur soi. Alors, on va faire ça. Si tu peux recentrer sur moi, François, un peu plus. Voilà. Vous allez aller chercher sur vous, d'abord, votre mandibule, votre mâchoire. Vous vous promenez dessus avec les doigts. Là. Vous marchez avec 2 ou 3 doigts. Et vous sentez qu'il y a un angle. Vous sentez qu'à l'aplomb montant de cet angle, vous avez toute une zone de la mâchoire qui est verticale. C'est la branche verticale de la mandibule. Et vous venez assez haut. Et là, vous vous installez sous le lobe de l'oreille, en arrière de la mâchoire. Voilà. Bougez un peu la mâchoire pour vérifier que c'est bien là que vous êtes. Bien. Et maintenant, vous allez aller chercher dans le crâne. Donc là, j'ai un crâne. Vous allez aller chercher dans le crâne cette saillie qu'on a des deux côtés, vous voyez, qui est ici, et qui s'appelle la mastoïde, l'apophyse mastoïde. C'est facile à trouver, c'est juste en arrière de l'oreille, et si vous voulez être sûr d'être dessus, eh bien, vous faites un peu de culbuto vers l'arrière, vous allez sentir le muscle scom qui tout de suite se réveille, et ce muscle, sternocléido-occipito-mastoïdien, eh bien, il vient de la mastoïde en haut. Donc, vous êtes ici. Alors, vous gardez ces repères, mandibule en avant, mastoïde en arrière, et vous cherchez à habiter avec un doigt entre les deux. Alors, selon les personnes, ça peut être très étroit, très large, rempli par des muscles très contractés, ça arrive. Hein, donc, les masses musculaires vont peut-être être de gros coussins. Mais en gros, vous vous dites, sans appuyer surtout, hein, n'appuyez pas, vous vous dites, avec le bout de mes doigts, je suis en arrière de la mâchoire, de ma mâchoire, en avant de ma mastoïde et sous le lobe de l'oreille, en fait, sous mon oreille. Eh bien là, peut-être que vous sentez, moi je le sens parce que mes atlas sont un peu saillantes, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Peut-être que vous sentez des pitons osseux qui viennent sous vos doigts. Peut-être qu'il faut descendre d'1 centimètre pour les trouver. Peut-être que votre atlas n'est pas exactement dans le plan frontal. Ce n'est pas l'objet du travail de ce soir. Ce qui est l'objet du travail de ce soir, c'est juste de repérer cet atlas qui est donc là, au sommet de mes doigts, et de vous dire, c'est là que ma tête s'installe sur mon cou, sur le haut de mon cou, sur Atlas.
Maintenant, on va regarder les surfaces. Alors, on regarde à nouveau un atlas. Attention, ce n'est pas un atlas de bataille, hein. C'est un atlas grossi 2 fois et demi. C'est pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et on a vu ça, on a trouvé ça, très bien. Si je renverse, je trouve donc cette forme, moi je compare ça souvent à une bouée avec des poignées, les choses qu'on voit sur la plage l'été. Voilà. Et surtout, on voit ici et là 2 surfaces. Vous voyez, je mets mon doigt dessus, des surfaces qui sont un peu concaves, un peu comme des petites baignoires. Pas très creuses, mais un peu quand même. Et alors, il y a un détail très important, c'est que la courbe, la concavité, le plan de ces 2 surfaces appartient à une même sphère. Et donc, regardez, je vais attraper ici une map monde que j'installe sur ce bol. C'est la Terre, hein, en petit format. Et on peut se dire qu'à cet endroit, la boule de la tête, que je compare à ma map monde, hein, de toute façon, Atlas, c'est la vertèbre. Le dieu Atlas, c'était un dieu ou un héros, je ne sais plus, mais il portait la terre sur lui. Donc voilà, Atlas, ce serait ce bol qui porte la terre. Et on peut se dire que la sphère de la tête va pivoter en glissant sur Atlas. Voilà. Et on a vu qu'on a 2 surfaces. Un patin à droite, un patin à gauche. Tiens, c'est comme 2 pieds. C'est un endroit particulier parce qu'ailleurs, dans les vertèbres, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, on a un disque à l'avant et des petites surfaces à l'arrière qui ne sont pas du tout comme des patins horizontaux. Et ces 2 surfaces, alors quelquefois c'est intéressant de sentir si on s'appuie plus sur l'une ou sur l'autre, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser, c'est surtout de se dire, puisqu'il y a 2 surfaces, le mouvement qui va dominer, c'est surtout le mouvement d'avant en arrière. Alors, je vous montre les surfaces maintenant sous le crâne. Donc, je récupère le crâne. Regardez bien, vous l'avez de face, de profil. Je le renverse et regardez bien ce que vous avez sous le crâne ici. 2 surfaces un peu bleutées. Pourquoi? Parce que j'ai peint en bleu la zone des cartilages. Donc, il y a des cartilages là et là. Et à cet endroit, la tête repose sur Atlas par 2 patins. Et pour le coup, ces patins-ci ne sont pas creux, concaves, ils sont bombés, un peu convexes. Donc, on a du bombé en haut sur du concave en bas. Et on a une espèce de dispositif qui convient bien. Pourquoi faire? Essentiellement pour faire oui-oui. Voilà. Donc, essayez de sentir maintenant. Nous allons prendre le cou dans les mains, se faire une espèce de col roulé avec les mains et les coudes, sans serrer bien sûr, mettez-vous à l'aise, et sentez que vous pouvez isoler des mouvements qui ne sont pas dans le cou, mais qui vont exister entre tête et haut du cou. Ce sont les mouvements qu'on voit là. Si tu peux centrer, François. Voilà. Donc, on est sur l'endroit où on dit oui, oui. Et à cet endroit, l'objet du cours de ce soir, c'est de dire qu'on est comme une balance, comme une balance de square, où les enfants équilibrent leur poids, voilà, et qu'on se balance d'avant en arrière. Donc maintenant, nous savons à quel endroit. Il nous reste à découvrir
ce qui est vraiment l'objet de ce cours, c'est quelles sont les forces qui font que ça se balance. Alors là, il y a une information que peut-être certains d'entre vous connaissent, et si d'autres ne les connaissent pas, ça va peut-être être un avant et un après. Hein. C'est qu'en fait, le poids de notre tête n'est pas en équilibre. Il n'est pas comme cette balance qu'on voit ici, pas du tout. Le centre de gravité de la tête est situé en avant d'Atlas, c'est-à-dire qu'il est à peu près là. Il est un peu en avant d'Atlas. Et quelle est la conséquence? Eh bien, c'est qu'une tête sur Atlas, qu'est-ce que ça fait toute la journée? Ça fait ce qu'on voit là. Ça tombe. Et ça tombe pas du tout en arrière, comme dans les films baroques, vous savez, où on voit les têtes tomber en arrière, ou les statues baroques, ou les films où l'héroïne tombe en arrière. Non, non, c'est pas du tout ça. Quand quelqu'un est fatigué et ne tient plus ses muscles, dans une conférence, ou surtout pas au volant, hein, eh bien, que fait la tête? Elle part en avant, elle tombe en avant. Voilà. Alors, c'est quoi le centre de gravité? Eh bien, c'est un lieu, alors là, c'est un lieu dans la masse de la tête, qui va résumer toutes les forces qui s'exercent sur un solide. Le solide, ce serait notre tête. Et ce centre de gravité, c'est là que toutes les forces, ça va résumer l'endroit où toutes les forces s'exercent. Et en particulier, ici, je parle du poids, de la pesanteur. Donc, notre poids de tête, retenez bien ça, toute notre vie nous emmène tête sur Atlas, la tête en chute en avant. Alors, ça peut paraître étonnant, parce que quelquefois on dit « Oh là là, ma tête tombe en arrière », on a peut-être des ressentis très différents. Donc, je reprécise bien qu'on est tout en haut du cou et pas du tout dans la région du cou sur le tronc, et que tout en haut du cou, on imagine simplement cette balance, et on voit que dans cette balance, c'est comme si la petite fille qui est ici pesait beaucoup plus lourd que l'autre, et donc l'emmenait vers le bas. Donc toute la journée, à partir du moment où nous sommes levés, nous quittons les oreillers, nous quittons le lit, nous passons debout. C'est instantané. Le poids de notre tête nous entraîne vers l'avant. Je vous propose de sentir ça. Alors, quelquefois, pour le sentir, j'utilise un gros coussin que j'amène sous le menton. Mais comme c'était compliqué de vous le demander, je me suis dit, on va faire avec nos propres équipements. On va amener tout simplement un poing fermé sous le menton. Alors, vous allez faire ce que je ne fais pas. Moi, je vais parler, donc je vais bouger la bouche, il ne faut pas le faire. Et vous allez tenir l'avant-bras avec l'autre main. Donc, vous constituez un appuie-tête antérieur, tout le contraire des appuie-têtes qu'on connaît. Et vous essayez d'installer votre menton pendant petite minute et de faire chuter votre tête sur votre poing fermé. Sentez que vous laissez bien le poids de la tête, c'est 4 kilos, le poids de la tête à peu près. Hein. Vous laissez bien ce poids venir peser sur votre main. Alors, il n'y a pas 4 kilos sur votre main parce qu'il y a une partie sur Atlas, mais une bonne partie de la tête qui vient sur votre main. Et là, attention, on va faire quelque chose un peu rapidement. Vous êtes prêts? On va enlever la main. Et là, peut-être vous avez senti que la tête, vous le referez éventuellement, que votre tête est partie un peu comme ça, ou en tout cas que si elle ne l'a pas fait, c'est que vous avez rattrapé très vite la chute de votre tête
par une autre force. Cette force, c'est quoi? Eh bien, toute la journée, nous rattrapons le poids de notre tête par des muscles qui se contractent, les contractions de muscles à l'arrière. Ces contractions ne vont pas toujours être visibles en forme de mouvement. Pourquoi? Parce que regardez ici, je tiens ma tête sur Atlas, il n'y a pas de mouvement, mais il y a des contractions derrière. Ce sont des contractions statiques, isométriques. Bien. Et surtout, ces contractions, ce qu'on va voir maintenant, et qui va être un peu ce que je vais déployer à partir de ce moment, ces contractions, elles sont faites, on les voit ici en forme de flèches rouges. Si tu peux ajuster, François, merci. Eh bien, regardez, il y a des contractions de muscles, petites flèches. Ce sont des muscles de petite taille, on pourrait presque les appeler intrinsèques, qui appartiennent à la zone, qui ne vont pas ailleurs. Ils vont appartenir à tête atlas ou tête atlas axis. C'est tout. Des muscles minuscules, la taille d'un doigt chacun. Je vous les montre. Si tu peux régler, François, on va les voir ici. Donc, ici, vous voyez une tête vue de dos. On a un cou sans muscles et ici, tout en haut, on aperçoit le droit et le gauche de muscles tout petits qu'on appelle les sous-occipitaux. Là, ce sont des muscles tout aussi petits. Ils sont déjà à l'étage en dessous. Ils font atlas axis. C'est très difficile de les distinguer, pour tout dire. Voilà. Donc, nous avons des muscles très petits qui s'occupent juste de rattraper la tête en arrière. Eh bien, je vais vous proposer de les sentir d'abord en position allongée. Vous pourriez venir allonger au tapis sur le dos avec les genoux fléchis. Voilà. C'est bon? Le réglage, ça va? Bien, merci. Bien. Et là, alors ce n'est plus Atlas que nous allons sentir, c'est un peu plus en arrière. Nous allons venir d'abord tout à fait en arrière de la tête. Alors, tout à fait en arrière au milieu, le muscle qu'on trouve, c'est le gros trapèze. Si vous appuyez la tête par terre, et vous allez sentir immédiatement sa masse se durcir, il se contracte et ce n'est pas lui qu'on cherche. On vient de chaque côté de ce muscle trapèze, vous cherchez ses bords latéraux, ses bords extérieurs, à droite et à gauche. Et là, vous êtes juste sur le côté du trapèze, mais encore tout près de la tête, et vous trouvez comme une petite grotte. Vous trouvez quelque chose qui est un peu creux, qui n'est pas du tout l'endroit de tout à l'heure, hein. On est bien en arrière. Et là, eh bien, vous pourriez juste faire un mouvement, non pas pour creuser le cou, mais pour creuser le crâne sur le haut du cou. Faites ça. Un peu comme si vous le faisiez démarrer des yeux. Avec vos yeux, vous voulez regarder en arrière. Ah, le crâne va bouger un peu, le menton va se lever. Et là, alors vous pourriez enlever les mains maintenant, vous avez senti où c'est. Et on va juste essayer de sentir le mouvement. Donc vous trouvez un tout petit mouvement qui fait bouger occiput sur Atlas. Alors peut-être que ce petit mouvement vous fait frotter un peu le tapis avec les cheveux, pas de problème.
Voilà, si vous aviez un ballon sous la tête, un ballon dégonflé, ce serait peut-être plus facile, mais qu'importe, hein. Voilà. Essayez de sentir que dans la petite niche que nous avons trouvée là, il y a des espèces de sentinelles qui sont au travail du lever au coucher du sujet et qui vont régler juste la position tête-cou. Et on va se dire, peut-être que quelquefois ces muscles en ont assez parce que c'est fatigant, hein, et ça peut leur faire du bien, regardez, de leur donner ici un peu d'étirement. Comment? En pratiquant un double menton. Donc je propose qu'on aille du double menton, là, revenir la face parallèle au plafond et au contraire lever le menton mais sans aller très loin. C'est vraiment tête-cou, tête atlas. Voilà. Faites ça plusieurs fois et vous pourriez explorer comment pratiquer ça à partir des mouvements des yeux. C'est quelquefois intéressant. Donc, quand vous faites double menton, ces muscles, vous les étirez un peu. C'est tout petits muscles. Et quand vous faites juste lever le menton sans plus, il n'y a rien dans le reste du cou. Le reste du cou reste au repos. Voilà. Et maintenant, vous pourriez mettre vos mains avec des doigts en clavier sur le clavier des cervicales et sentir que vous immobilisez un peu les cervicales et vous bougez juste tout en haut. À la limite, vous faites juste glisser la peau sur le crâne. Très bien. Eh bien, on va passer debout, on va passer assis et on va... François? Merci. On va retrouver ces mouvements en position verticale. Alors, c'est très différent parce que en position verticale, on a cette chute de la tête. Donc, on peut le faire sans main, juste sentir que la tête tombe et qu'on la rattrape par des acteurs qui sont tout en haut du cou. Alors, les personnes qui portent des lunettes, les personnes qui lisent des textes ou des partitions, vous pouvez toujours vous interroger, vous dire, tiens, quand je règle mes yeux sur ce que je suis en train de lire, une recette de cuisine ou bien un détail de feuilles, etc., il y a une part qui est l'adaptation de mes yeux, mais il y a une part qui se joue là derrière. C'est la musculature très petite qui règle ma tête, qui constamment l'empêche de tomber. Mais on a aussi des muscles beaucoup plus grands qui vont venir sur la tête en arrivant de beaucoup plus loin. Regardons-les. Si tu veux régler, là, François, je vais les montrer. Alors, dans le dessin, ici, si tu peux régler sur celui-là, François, ces muscles sont représentés par cette grande flèche. Tandis que dans les dessins qu'on voit ici, eh bien, ce sont le grand trapèze qu'on voit ici. Est-ce que tu peux zoomer un peu, François, si c'est possible? Ouais. Et allez, voilà, super. Merci. Ah, voilà le grand trapèze. Vous voyez qu'il arrive jusqu'à la tête. Voilà. Mais on a ici un muscle qui est sous le trapèze, qui vient de très bas aussi, qui s'appelle le splénus.
et qui va être capable d'empêcher la tête de tomber en avant, lui aussi. Mais vous voyez qu'il vient de beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, au passage, il va régler des affaires au niveau du cou et même au niveau de la cage haute. Et ici, vous voyez le grand complexus, pareil, un muscle qui va arriver jusqu'à la tête, mais qui vient de moins loin que le splénus, mais de loin quand même. Donc, on voit que pour cette balance céphalique, on a des équipes de muscles qui sont beaucoup plus puissantes que les premiers, moins précises. C'est très souvent le cas dans les muscles, dans la musculature. Quand un muscle est grand, bah, évidemment, il a plus de force, mais il a aussi, il perd en précision, et la précision, elle appartient aux tout petits muscles. Voilà. Et bien là aussi, je vais vous proposer de les sentir et de sentir la différence. Voilà. Donc, on revient au sol. Oui. Et là, eh bien, on va remettre les mains sous le cou. Cette fois-ci, ce n'est plus pour l'immobiliser, c'est pour sentir qu'on veut le creuser en entier. Parce que ces muscles longs, ils n'agissent pas uniquement sur tête atlas, ils agissent sur tout le cou pour commencer. Sentez ça. On peut creuser la totalité du cou et revenir. Mais même, on a vu que 2 d'entre eux vont jusqu'à la pointe des omoplates. Ils descendent jusqu'au niveau de la pointe des omoplates. Donc, ils descendent très bas. Et donc, on se dit, oula, ça veut dire que ma balance céphalique, quelquefois, je la rattrape par des géants, des muscles géants, qui viennent de presque en bas de la cage thoracique, le trapèze, et va jusqu'à T10, quelquefois T12. Voyez. Alors, je vous propose eh bien, d'allonger les jambes et de creuser un peu votre dos depuis la tête jusqu'à mi-cage, peut-être un peu plus bas, voilà, et de sentir toute cette musculature derrière qui participe au réglage de la balance. Tout simplement, on peut lâcher. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces muscles vont jusqu'à l'occiput, Voilà. vont jusqu'à la mastoïde. Tu sauras ce que c'est. Il y a des questions? Alors, je vous propose qu'on les pose dans 3 minutes. Hein, voilà. Et bien maintenant, je vous propose de conclure en sentant la différence entre régler tête sur cou par des actions toutes petites et très haut perchées, c'est-à-dire au niveau d'atlas, peut-être axis, ou au contraire, régler la balance céphalique et donner une volée de contraction beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, moins précise, je le redis, et qui va jusque presque en bas de notre cage thoracique. On le refait. Trouvez un mouvement tout petit ou au contraire, trouvez un mouvement très grand. Et on va amener une petite variante. On va dire, si je faisais ce mouvement un tout petit peu plus à droite qu'à gauche, vous allez sentir c'est quelquefois plus facile. Et revenir, petit mouvement. Allez, un peu plus à gauche qu'à droite. Et je sens que c'est une contraction très courte. Et je reviens. Et maintenant, je repars à droite. Et je sens mon mouvement sur tout mon côté droit jusqu'en bas de ma cage. Et je reviens. Voilà. Même chose à gauche. Sentez que le mouvement vient de très loin. Voilà. Et repart. Très bien. Et maintenant,
eh bien, on va repasser vertical et sentir comment ces actions, on les retrouve et souvent, on ne les sent même pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement programmées depuis tellement longtemps, depuis qu'on est bébé. C'est une des premières coordinations qu'on a mises en place dans la vie, le fait de tenir la tête sur le cou et le cou sur le tronc. Alors, sentant ça, que nous pouvons rattraper la balance par les tout petits muscles, que ces muscles, on peut aussi souhaiter les détendre, quelquefois en leur offrant un peu de détente par un appui sous la tête. On le fait quelquefois spontanément. Ou bien au contraire, eh bien, je sens que je rattrape ma balance céphalique par des actions qui viennent jusqu'en bas de ma cage. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui. On peut regarder, si vous voulez, pour conclure, les 3 images. Voilà, la balance. Si tu peux aller un tout petit peu plus haut, François, voilà. C'est vraiment une balance comme on en voit dans les parcs publics. Le fait que le centre de gravité de la tête fait que la balance spontanément n'est pas en équilibre et que la pesanteur emmène la tête toujours menton vers le bas. Et le fait que pour rattraper ça, on va aller chercher des muscles que peut-être on n'avait jamais ressentis comme ça. La tête, toute la journée, est rattrapée. Et c'est un programme qui s'ajoute à plein d'autres programmes qu'on va faire pour agir avec les mains, les bras, pour marcher, pour parler, etc. Mais il n'empêche, constamment, pour que notre tête soit en état d'être installée face aux gens qui sont en face de nous, il y a cette balance céphalique à rattraper, et c'est jamais par des muscles antérieurs, toujours par des muscles qui sont à l'arrière. Voilà, c'est notre sujet du jour. Eh bien, si vous voulez, je peux aller chercher des questions. Difficile de sentir les grands muscles de la balance. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que ces grands muscles, ils ne font pas que rattraper la tête. En fait, ils rattrapent la tête, le cou, le tronc. On pourrait les sentir, par exemple, en étant allongé sur le ventre. Vous voyez, là, je me mets comme si j'étais sur le ventre. Je laisse tomber ma tête et mon cou. Et au lieu de ne rattraper que tête-cou, ça, c'est vraiment les tout petits, je rattrape tout. Voilà. Et là, je sens une diffusion de contraction, non seulement tout en haut, mais tout le long de mon cou et tout le long de ma cage thoracique médiane. Comment soulager les douleurs du cou du fait que l'on ne soit pas à l'équilibre naturellement? C'est un vrai sujet. C'est que quelquefois, on éprouve le besoin de détendre ces muscles. Alors après, il faut savoir que la physiologie de ces muscles fait qu'ils sont tout à fait construits pour des contractions d'endurance. Ils ont une physiologie de muscles d'endurance, pas de muscles intermittents. Donc c'est tout à fait normal pour eux, c'est un peu comme le diaphragme ou le cœur, qui sont des muscles qui travaillent à longueur de journée. Et c'est tout à fait normal pour eux d'être au travail du lever au coucher du sujet. Mais maintenant que vous savez qu'il y a ce dispositif derrière, peut-être que vous allez identifier quelquefois des moments où
à mi-journée, par exemple, on a un peu besoin de détendre notre organisme. Et parmi les détentes qu'on souhaite, on peut identifier le fait de vouloir détendre ici derrière. Donc, il y a un moyen tout simple, c'est d'offrir un appui à la tête, parce qu'on ne peut pas toujours s'allonger. Hein. Quand vous êtes au bureau, vous ne pouvez pas... Eh bien, vous pouvez, par contre, poser le coude sur une table, fabriquer un appui-tête antérieur, poser la tête dessus et vous reposez. Et vous allez sentir immédiatement que la musculature qui est derrière se relaxe. Elle a fondu, elle n'est plus en contraction. Et dès que vous enlevez cette main, hop, cette musculature revient en contraction de façon obligée, sinon votre tête tombe en avant. Et on voit quelquefois les gens dans les conférences, vous savez, quelquefois qu'ils s'ennuient un peu, ou bien non, pas forcément, ils sont juste un peu fatigués. Alors, soit ils bâillent, soit on les voit faire ça. Vous voyez, et la tête a commencé à tomber et ils rattrapent d'un seul coup. Voilà. C'est une vraie découverte pour moi, merci beaucoup. Oui, moi je pense que c'est un... Merci. Je pense que c'est une information qui peut beaucoup changer la vie. En particulier de se rendre compte de toutes les fois où on règle le regard, mais même l'ouïe, et où on règle la bouche. Et quand on demande à cette musculature postérieure toute une participation pour que la tête reste en bonne position, enfin en position avec les deux yeux horizontaux et voilà, la tête de communication, comme je suis en ce moment. En fait, ça ne va pas de soi. Il y a des personnes qui ont souvent mal à un point précis entre colonne et omoplate. Oui. Est-ce que, alors ce point, il est très connu. Est-ce que ça pourrait être en lien avec ces grands muscles qui sont trop contractés? Eh bien, pas vraiment. Parce qu'entre colonne et omoplate, sauf, si tu peux régler, François, sauf s'il s'agit du trapèze supérieur, qui est ici, ça pourrait être lui. Mais le plus souvent, entre colonne et omoplate, ce qu'on va chercher, donc mon omoplate est ici, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, je l'ai entre mes doigts. Et là, je vais vers ma colonne. Donc, je vais peut-être me rapprocher pour qu'on le voit. Le muscle qui va de colonne ici, pardon, excusez-moi, d'omoplate à colonne cervicale, qui s'appelle l'angulaire de l'omoplate ou élévateur de la scapula, c'est le même. Hein. Eh bien, ce muscle est très souvent avec un point d'insertion, ici, une anthèse douloureuse sur l'omoplate. C'est un point très connu, un trigger point, comme on dit aujourd'hui. Mais attention, ce muscle ne va pas jusqu'à la tête. Il n'appartient pas à l'équipe de la balance céphalique. Par contre, il appartient à l'équipe d'une autre balance, c'est qu'une omoplate, et on y reviendra dans un autre atelier, mais je vous le dis comme ça, là, en deux phrases, une omoplate, ça ne tient pas tout seul. Dans un dos, une omoplate, si on enlève les muscles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe vers le bas et surtout, elle tombe complètement en avant. Elle vient se placer au nombril. Donc, c'est un os qu'il faut constamment aller ramener derrière soi et derrière soi en hauteur. Eh bien, les muscles qui font ça, eux aussi, ils ont beau être des muscles d'endurance, ils sont quelquefois un peu fatigués. Et ce point de l'omoplate, il faut tout simplement le masser. Et si vous voulez que ça se détende, il y a une chose très simple à faire, c'est d'offrir à votre bras un support. Ça peut être un appui-coude, ça peut être une table. Vous voyez ici, c'est mon genou que j'offre à mon bras. Pourquoi? Parce que si je laisse mon bras en l'air, eh bien, ce muscle qui tient l'omoplate, il est contracté. Je ne pourrai pas le masser en détente. Si je veux le masser en détente, il faut que j'offre à mon bras un appui. Bon, mon genou, ce n'est pas le plus facile. Hein. C'est plus facile sur une table,
ou sur un accoudoir. Voilà. Je regarde une autre question. Un faux mouvement me provoque comme une décharge au niveau de l'attache du splénus. Oui, ça peut tout à fait arriver. Et tous les muscles du cou, il y en a beaucoup, hein, ils gagnent à être connus. Pourquoi? Parce que plus on les connaît, plus on compose avec eux. C'est pour ça que vous avez vu s'afficher Cervica. J'ai créé une méthode pour la région du cou, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle est presque plus menacée que la région lombaire, qui a été longtemps la grosse région où on se faisait des limbagos. C'est toujours vrai. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'avec les smartphones et les écrans, on menace beaucoup le bien-être de notre région cervicale. Et parmi les outils dont on peut se doter, eh bien, il y a le fait de s'emparer, tout simplement, de la connaissance anatomique du cou. Et dans Cervica, on fait 10 séances pour la région du cou. À chaque séance, on découvre un muscle, en fait une paire de muscles, parce qu'ils sont à droite, à gauche, et on apprend à les reconnaître, et surtout, on apprend un point de massage par muscle. Donc, on finit par connaître tout un, tout un kit d'automassage. Ce n'est pas le tout de ce qu'il faut faire pour le cou, mais c'est très intéressant pour lâcher beaucoup de tension. Voilà. À la mastoïde. Alors, si c'est à la mastoïde, oui, forcément, le splénus, il y a moyen de le détendre. Hein. Le mieux serait peut-être de le travailler comme on a fait au sol, avec la tête en appui. Je prends une autre question. Je suis petite, tiens moi aussi, et j'ai très souvent la tête en arrière. C'est vrai. Les petits, on est souvent comme ça pour voir les grands. C'est tout à fait vrai. C'est douloureux. J'ai l'impression de me reposer en ramenant la tête en avant. Est-ce que c'est bien le cas? Tout à fait. Alors là, on n'est plus dans la balance céphalique ordinaire. On est dans la balance céphalique de communication d'une personne petite. Vous comprenez? Eh oui, une personne petite, elle a toujours tendance à regarder les autres depuis en bas. Vous voyez ce que je fais là? Et une personne grande, c'est le contraire. C'est qu'elle est toujours un peu là. Et donc, ce sont des espèces de prérequis dans une balance céphalique. Et je pense effectivement que quand on est petit, déjà on travaille la tête pour qu'elle soit à balance céphalique neutre, mais en plus, on en rajoute une petite louche pour aller parler aux grands. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les muscles sont souvent, ces petits muscles surtout, sont souvent en position courte. Et donc, ça peut être tout à fait intéressant de leur donner tous les jours, par exemple tout le soir, quand on s'allonge, quand on se couche, leur donner tout le jour un étirement, comme on l'a fait tout à l'heure, vous voyez, parce que des muscles qui travaillent toujours en position courte, c'est le cas aussi avec certaines lunettes. Vous savez, les gens me disent, oui, c'est des verres à adaptation plus ou moins progressive, je ne sais pas exactement, mais qui me disent que les lunettes imposent un programme à la partie haute de leur cou. Voilà. Et bien, c'est important quand c'est le cas. Si on doit porter des lunettes, on en porte, très bien. Mais est-ce que le soir, une fois que j'ai enlevé mes lunettes et que j'ai la tête sur l'oreiller, est-ce que je peux offrir un peu d'allongement à mes petits muscles du haut du cou? Ils vous remercieront, vous verrez. Est-ce qu'il y a encore une question? Les pauvres enfants qui, pendant des années, lèvent la tête pour voir.
les adultes, on a tous été des enfants. Et c'est vrai. Et même, moi, j'avais une professeure de danse qui me disait, peut-être parce que je ne suis pas grande en plus, elle me disait, il ne faut pas te pencher vers les enfants. Il faut rester. Alors, elle n'avait pas tort, c'est qu'il faut leur donner envie d'être grands. Vous comprenez? Mais c'est vrai que si on est tout le temps en grande taille face aux enfants, j'étais professeure de danse quand j'étais jeune, mais si on est tout le temps en grande taille quand on est debout, les enfants vous regardent constamment avec les tout petits muscles ici derrière, en position contractée, mais c'est pas que contractée courte. C'est différent. On appelle une course interne. Donc, il faut leur offrir un peu de course externe, là. Allez. Et c'est encore mieux de le faire allongé. Allez, une dernière question. Les pauvres enfants. Est-ce qu'il y en a une, François? Tu me montres? Il n'y en a pas. Alors, moi, je vous informe que la méthode Cervica, que j'ai créée il y a une dizaine d'années, qui s'adresse en particulier aux chanteurs, aux musiciens qui lisent des partitions, à toutes les personnes qui ont des smartphones, ça fait du monde, à toutes les personnes qui sentent bien que leur cou part en ruine. Il faut se méfier parce qu'on y est. Hein. On est dans une période où tout le monde est un peu là. Et l'écran nous attire. Voyez, et il faut vraiment envisager tout un programme, pas forcément l'unique programme d'un cours de mouvement, mais qu'on peut distiller dans des cours de mouvement. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode Cervica. Alors, Cervica a été enseignée cette année aux vacances de Toussaint, parce que c'est une méthode qui se fait en trois. Enfin, enseigner la méthode Cervica, ça se fait en 3 modules. Le premier module a été donné aux vacances de Toussaint, mais il a été enregistré. Il existe en ligne et donc on peut le rattraper entièrement en ligne ou même plus tard en présentiel. Et là, au mois de juillet, il y a le module 2 où on apprend non pas l'anatomie du cou, c'est le module 1, mais module 2, on apprend surtout les 6, oui en gros, les 6 premières séances de cette méthode Cervica. Voilà. Et entre autres, on retrouve la balance céphalique, mais bien sûr, on déploie tout. Et le module 3, il est quand? Eh bien, il n'est pas cet été. Il sera à la Toussaint, aux vacances de Toussaint, c'est-à-dire du 30 octobre au 3 novembre. Voilà, si vous voulez des renseignements sur la méthode Cervica, vous allez tout simplement sur le site calais-germain.com, calais-germain.com, et elle est présentée, ou bien, je me fais toujours un plaisir d'expliquer à toutes les personnes qui appellent. Là, je suis un peu Madame Téléphone. Tiens, un téléphone, c'est un outil extraordinaire, mais là aussi, il faut rester vigilant parce qu'on a vite fait de surcrisper dans les petits muscles de notre balance céphalique. Eh bien, chers amis, je pense qu'on va dire que c'est terminé pour ce soir et je vous dis à bientôt.